Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, éducabilité. Ce mot, vous l'entendez régulièrement sur notre antenne. Il désigne la conviction que tout enfant peut apprendre et progresser. Mais comment le prouver? Eh bien, c'est ce qu'a tenté de faire au début du 19e siècle le docteur Itard avec l'enfant sauvage Victor de l'Aveyron. Paul Dubouché lui consacre un très beau livre, elle est l'invitée du Grand Oral. L'anti-sèche des Maguessel, l'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. L'actualité, c'est les 20 ans de Naruto, un des plus célèbres mangas. Et les mangas, ce sont les stars des CDI. L'heure de la récré, toujours avec Emma. Elle va nous emmener à la découverte des influenceurs et influenceuses virtuelles. Et puis enfin, retour au CDI en fin d'émission avec notre chroniqueuse et professeure documentaliste Amélie Paris. Pour sa chronique Les années collège, elle vous dira tout sur le quart d'heure de lecture dans son collège. Ça s'appelle d'ailleurs Chut, je lis. Bienvenue dans la quotidienne de School TV, Grand Oral. Chut, je lis et je vais vous lire un extrait. Il est petit, 1,36 m, on l'a mesuré, un genou cagneux, des cicatrices sur tout le corps, des canines aiguisées comme des couteaux, les ongles aussi sont pointus et longs et sales. Il ne pense qu'à manger, cherche constamment à s'enfuir, mord au sang quiconque l'approche de trop près. Il a les yeux fous, regardant en tous sens, un visage dévoré de tics nerveux, les mâchoires crispées, et il fait grincer ses dents. Il danse sur place, incapable de demeurer dans une position calme. Je l'ai déjà dit, horrible. C'est ainsi que l'enfant sauvage apparaît aux yeux de Julie, 13 ans, narratrice du très beau texte que publie en cette rentrée Paul Dubouché chez Gallimard Jeunesse. Son titre, J'ai rencontré l'enfant sauvage, et on a le grand plaisir de vous accueillir dans la quotidienne. Paul, bonjour. Bonjour, merci. Ça commence... Oh, bah écoutez, c'est un grand plaisir. Très beau livre, c'est pas le seul que vous ayez écrit d'ailleurs pour les jeunes ou pas pour les jeunes, on en dira peut-être un mot tout à l'heure. En tout cas, celui-ci, il démarre en juillet 1800, quand Julie, que vous avez inventé, mais c'est bien la seule chose que vous ayez inventée dans ce livre d'ailleurs. On va en parler. On va en parler. Dit, nous allons recevoir une créature et on ne sait pas si elle est un humain ou un animal. C'est un cas qui va passionner Paris et la France au 19e. Qui passionne complètement Paris et la France. Ce qu'il faut dire quand même, parce que la question sous-jacente, c'est pourquoi Victor ? Pourquoi Victor alors que des enfants sauvages ont toujours existé par dizaines? Vous savez, Lucien Malson, le philosophe, dans son livre Les enfants sauvages dans les années 60, en recense, je crois, plus d'une soixantaine, rien qu'en Europe, au XXe siècle. Donc les enfants sauvages, ça a toujours existé, ça continue à exister, et ça a toujours passionné, et finalement... ça pose encore aujourd'hui des questions qui sont très proches que celles que s'est posée Itard. Il y a 2 siècles. Il y a 2 siècles. Et pourquoi Victor et pourquoi ça reste d'actualité? C'est que Victor, c'est le premier enfant qu'on étudie. Il a été question beaucoup d'enfants sauvages dans les colonies à l'époque. Mais en France, c'est le premier qu'on ait vraiment trouvé, capturé. Et il s'évade, on le recapture. Et fait monter à Paris. Et pourquoi on le fait monter à Paris? Et pourquoi tout à coup ça intéresse le monde scientifique? On sort des Lumières, on est en plein dans le consulat, l'Empire, qui promeut la raison prépondérante et combat... Et les vertus de l'éducation, et on combat l'obscurantisme. Oui, et combat surtout l'innéisme, l'idée que... Oui, c'est la grande querelle, la grande querelle de l'acquis et de l'inné. Hein. Voilà. Je pense à l'inné L', parce que l'inné, le naturaliste, a lui quand même défini l'homme sauvage, l'homo ferus, comme un quadrupède hirsute et muet. Et c'est ça qu'est notre Victor, qui ne s'appelle pas encore Victor. Non, parce qu'il va être nommé Victor. Muet, on va en reparler, parce que c'est l'obsession du docteur Itard, c'est de réussir à le faire parler. Le livre, il va raconter sur quelques années une épuisante série de progrès et de rechutes. Quand vous décrivez, ceci dit, on ne va pas faire le diagnostic, parce qu'on ne peut pas le faire, mais un certain nombre de symptômes, on pense à des formes aussi d'autisme. Absolument. Enfin, non seulement on y pense quand on lit, mais les savants que nous ne sommes pas, que je ne suis absolument pas moi-même, ont tous avancé cette hypothèse et l'ont avancé d'ailleurs dans plusieurs cas d'enfants sauvages. Hein. Alors la grande question qui se pose aussi à propos de Victor, c'est est-ce qu'il a été abandonné parce qu'il était arriéré, qu'on disait arriéré à ce moment-là, ou est-ce qu'il est devenu arriéré parce qu'il avait été abandonné dans un isolement total? Il a quand même dû survivre dans des conditions hallucinantes. Effroyables. Il a été vraisemblablement abandonné vers l'âge de 3 ou 4 ans. Vous imaginez?
dans les forêts de l'Aveyron, où il fait moins 10 l'hiver. Là où il y a la bête du Gévaudan, en plus. Absolument, absolument. Alors ça, c'est tout le narratif aussi mythique qui peut accompagner tout ça. Et voilà, donc on peut imaginer que cet enfant, il a vécu 5 ou 6 ans seul. Et voir qu'on a essayé de le tuer, puisque vous décrivez des yeux d'animal, c'est la première fois qu'on l'arrête, des yeux d'animal traqué, apeuré, affamé, une chevelure en bataille parsemée de brindilles, etc., etc. Enfin, que ce soit, je dis etc., d'ailleurs, c'est pas gentil, mais j'ai déjà lu un extrait. Le livre est remarquablement écrit, ça, je vous en recommande l'écriture, mais je termine la citation. Et puis, cela qui le frappe, une cicatrice de plusieurs centimètres de long lui traverse la gorge comme un éclair de foudre. Il ne s'appelle pas encore Victor, il n'est encore qu'une bec traquée à ce moment-là, suite du grand oral avec Paul Dubouché dans quelques minutes. Pour l'heure, si vous voulez bien, on retrouve Emma et son anti-sèche. Emma, bonjour. Bonjour. C'est un 20 septembre que parut le premier Naruto en 1999. Et en France, il est arrivé il y a tout juste 20 ans. Happy Birthday Naruto, et c'est indémodable. Indémodable. Donc la version française, oui, est publiée en 2002, 3 ans après la version japonaise. Depuis, le succès est absolu. Les derniers chiffres le disent. En 2020, Naruto était le manga le plus lu en France, avec 1,2 million d'exemplaires vendus, ce qui fait quand même un manga Naruto vendu toutes les 30 secondes, pour que vous puissiez vous imaginer. Bon, il faut dire que c'est un secteur pour le moins dynamique, le manga. Absolument. Les chiffres que je vous donne là datent de 2020, et en 2020, ça faisait 5 ans que le dernier Naruto était paru. Donc on voit que ça ne prend pas une ride, et ça a toujours autant de succès, sans parler de l'animé que les enfants adorent. Et pour les 20 ans de Naruto, justement, beaucoup d'événements organisés pour les fans. Bah voilà, typiquement une bonne idée pour faire découvrir à vos enfants l'univers de la musique classique. C'est un concert. C'est un concert symphonique dans l'univers de Naruto, avec les plus grands airs de l'animé. Ça commence le 14 octobre au Palais des Sports, avant une tournée dans toute la France juste après. Donc allez voir sur Internet, je pense que ça va vite partir, ça a l'air vraiment génial. Il y a même la marque Playmobil qui lance une collection Naruto en octobre pour les 20 ans, c'est quand même dingue. On voit de plus en plus de figurines de manga être commercialisées, ça fonctionne super bien. Ça fonctionne, mais le manga, ça permet aussi de faire lire les plus jeunes. Absolument, le succès, pas qu'un effet commercial. Oui, le succès est tel qu'il a bien sûr fait son entrée dans les CDI au collège. Généralement, ce sont les livres les plus empruntés, ce que m'a confirmé notre chère documentaliste Amélie Paris, qu'on va retrouver dans quelques minutes. Dans son collège, elle m'a dit que c'était les livres les plus empruntés. Il y a même des ateliers manga où on se retrouve pour parler manga et dessiner. Et puis, ça se passe pas au CDI, mais presque. Il y a un prix organisé par les bibliothèques de Paris. Ça s'appelle les Mordus du manga. Si vos enfants sont fans, n'hésitez pas à vous rendre dans une des bibliothèques qui participent. À Paris, il y en a 25. Vous pouvez lire les mangas et voter pour votre préféré. La sélection 2022 vient d'être dévoilée début septembre, et vous avez jusqu'au 30 décembre pour participer. En admettant que j'ai envie de me mettre au manga, comment je fais pour choisir? Il y en a tellement. Vous avez un mode d'emploi? Mais oui, c'est Marine Plantac qui me l'a donné. Oui, c'est notre super producteur, parce qu'elle adore les mangas. Moi, je n'y connaissais rien. Elle, c'est une grande spécialiste. Alors déjà, il y a le Kodomo. Ce sont les mangas pour les tout petit. Et puis ensuite, il y a ceux qu'on retrouve dans les CDI. Il y a le shonen. Donc à l'origine, c'était destiné à un public adolescent plutôt masculin, avec des thématiques sport, du combat. Voilà, exactement. Il y a ensuite les shoujo, pour un public d'ados féminins. Cette fois, ça parle d'amour, de romance, d'amitié. Ce sont les préférés de Marine, d'ailleurs. Sans blague, je crois que c'était les Kodomo. Non, elle adore les shoujo. Donc voilà, le shonen et le shoujo, voilà, on les retrouve dans les CDI. Puis il y a 2 autres catégories de mangas, quand même, on le dit. Et le seinen, le manga érotique, qu'on ne va pas retrouver dans la CDI, et le josei non plus, le manga d'horreur. Et le manga, succès absolu de l'édition jeunesse depuis plusieurs années. Oui, il y a même des profs qui se servent du format manga pour faire lire des livres cultes aux élèves. Typiquement, les 3 mousquetaires. En manga, ça existe, et ça aide les profs à faire aimer la littérature aux élèves. Il y a tous les événements Naruto cette année, mais il y a des événements sur le manga en permanence. Absolument, la Japan Expo, le Paris Manga. Alors la Japan Expo, c'est passé, c'était en juillet, donc faut attendre un an. En revanche, vous pouvez aller au Festival Paris Manga. Ça se passera les 3 et 4 décembre à Villepinte. Merci beaucoup. 6 exemplaires vendus de Naruto pendant le temps de votre chronique, si je compte bien, toutes les 30 secondes. On se retrouve pour la récré tout à l'heure. Merci beaucoup. On retrouve Paul Dubouché. C'est pas un manga. Moi, je lui souhaite aussi un exemplaire vendu toutes les 30 secondes. On se dépêche. J'ai rencontré l'enfant sauvage. J'ai rencontré l'enfant sauvage, c'est le titre du livre de Paul Dubouché chez Gallimard Jeunesse. Elle prête sa plume à la jeune Julie, puisque c'est par le truchement de son journal intime que l'on découvre l'histoire de Victor de l'Aveyron, cet enfant sauvage, un enfant sauvage
parmi d'autres, nous avez-vous dit, mais sans doute un des plus connus de l'histoire. Alors Julie, vous l'avez inventé, mais au fond, c'est pas seulement la narratrice, c'est un personnage à part entière. Elle a plein de rôles. Notamment, à un moment, on la découvre en sœur un petit peu jalouse. Je pense que c'était une des. Il s'agissait quand même de donner un relief, une couleur à cette histoire qui, une fois qu'on a compris que Ittar se démenait comme un diable pour essayer de faire émerger l'humain chez cet enfant, qu'on a compris qu'il n'y parvenait pas vraiment, parce que il faut quand même le dire, l'histoire, c'est pas un conte de fées. Il n'y a pas de happy end. Il n'y a pas de happy end. Il y en a jamais. Il y a une forme de happy end, parce qu'il va vivre jusqu'à 40 ans, il reste dans cette famille finalement, il arrête d'essayer de s'échapper. Non, absolument. Il a été protégé, c'est pas la vie qu'il a vécue jusqu'à l'âge de 9 ans quand même. Est-ce qu'on peut se demander, alors ça, de vous à moi, hors micro, mais dans le micro, est-ce vraiment la vie qu'on lui souhaitait, d'être intégré dans cette famille? Et vous savez, c'est très intéressant. Pardon, je fais des digressions. Il y a un très beau documentaire que j'avais vu il y a une dizaine d'années sur les enfants sauvages, alors plutôt au XXe siècle. Et la question est toujours d'actualité. Il y a eu Amala et Kamala, vous savez, au début en Inde, au début du XXe siècle. Il y a eu ce petit Chilien qui s'appelait... Je ne vais pas pouvoir vous aider là-dessus. Parce que vous savez prononcer. Et il y a eu cette jeune Ukrainienne au début des années 80 qui a vécu de 1 an à 6 ans dans la niche d'un chien, etc. Le résultat, à chaque fois, ce ne sont pas des enfants ou des êtres qui finissent par intégrer avec bonheur la société. Donc les questions que se posent encore les psychiatres, les philosophes... C'est des questions qui restent entières. Voilà. Ceci dit, dans les questions qui se posent aujourd'hui, qui se posent hier, et qui ne se posent d'ailleurs pas que pour les enfants sauvages, c'est l'opposition entre éducation et dressage. C'est-à-dire avec un petit homme, est-ce que pour le faire grandir, on lui tape dessus, est-ce que c'est la carotte, ou le bâton plutôt, ou est-ce qu'il faut l'entourer d'amour, d'encouragement, croire en lui en permanence voilà. Mais je n'ai pas répondu à votre question sur Julie. C'est vrai, vous avez fait une digression. Et Julie, en réalité, c'est un personnage qui est tout à fait nécessaire. Il est fictif, mais vous savez, toutes ces histoires sont vraies et fictives. Ouais. Toujours. Il y a toujours une narration. À partir du moment où on commence à raconter l'histoire d'un enfant dont on ne sait rien, ni avant, ni en fait pendant vraiment ce qui se passe dans sa tête, on invente. Donc je pense qu'elle est fictive, mais qu'elle est vraie. Un des éléments très très importants de son éducation, ça a été de développer le côté affectif. Et je pense que le regard affectueux, tendre d'une petite fille, d'une petite jeune fille vers cet enfant, ce regard sensible était très nécessaire à mon récit et aussi à une certaine lumière sur Victor par rapport à ce que lui infligeait pourtant avec beaucoup d'amour aussi, à sa manière, le docteur Ittar. Ouais. Je pense que cette triade, en fait... il y a la maman de Julie. Il y a la maman aussi, voilà, qui donne énormément d'amour aussi. Énormément. Et c'était très important de mettre tout ça en abîme. Toutes ces forces comme ça, affectives, de les mettre en abîme. Alors, je reviens à la question d'après, et merci d'avoir répondu à la question précédente. Éducation versus dressage, et qu'il a aussi un débat qui n'est pas tranché. Parce qu'au début du 19e siècle, l'enfant n'a pas du tout le même statut qu'aujourd'hui. Absolument. L'enfant d'ailleurs, l'école n'a pas la même présence. Enfin, bon. Mais l'homme non plus. Et voilà. Donc, l'idée d'Ittar, c'était d'ailleurs très inspiré par tous les philosophes, les Locke, Hume, Condillac, etc., de son époque, c'était de dire en fait que la connaissance passait par le sensoriel beaucoup plus que par l'esprit. Et c'est d'ailleurs une idée qui va faire florès avec toutes les éducations spécialisées, les Montessori, etc. Et même aujourd'hui, les maternelles. Enfin, l'éducation... Deux siècles après, l'histoire lui donne raison quand même à Ittar. Absolument. Ça lui donne raison dans l'éducation pour les enfants de maternelle. Ça lui donne raison dans la psychiatrie de l'enfant, parce que Ittar, il a quand même aussi mis en avant l'importance du côté multidimensionnel de l'homme, c'est-à-dire que l'homme, il a un passé, il a une histoire qui font partie de son présent, et enfin, dans tout le côté éducation spécialisée, et enseignement adapté.
et enseignement adapté. Et ça, c'est Montessori, etc. Mais c'est aussi l'Institut des jeunes aveugles, la Fondation, etc. Les SECPA et plein de dispositifs dont on parle d'ailleurs régulièrement dans cette émission. Ce que nous tentons de comprendre, c'est l'histoire de l'humanité, explique d'ailleurs le docteur Ittard à Julie, avec au cœur la question de l'éducabilité. Si vous voulez bien, Paul, on en parle juste après la récré. Pour l'instant, on retrouve Emma. On prend des petites récrés ici, on est comme ça. Oh, même des grosses. Allez, Emma. Emma, vous allez nous envoyer aujourd'hui dans cette heure de récré dans un monde virtuel. Et oui, je vous emmène dans le monde des influenceuses. Alors jusque-là, pas très original, tant elles sont présentes sur les réseaux sociaux, mais aujourd'hui, des influenceuses un peu particulières car elles sont virtuelles. Et donc virtuel, vous allez devoir nous l'expliquer. Et c'est un personnage numérique créé grâce à des logiciels, du design 3D et de l'animation. Et l'intelligence artificielle leur permet d'avoir une personnalité et de pouvoir simuler une vie réelle. Et donc des utilisateurs et utilisatrices des réseaux sociaux non virtuels, des êtres humains, adhèrent à ça. Ah mais absolument, il y a des influenceuses virtuelles qui ont des millions d'abonnés sur Instagram. Je vous présente par exemple Immagram, premier mannequin virtuel. Elle a été créée en 2018 au Japon. Elle fait la couverture de magazines de mode et elle a des partenariats avec les plus grandes marques, Dior, Valentino ou encore Nike. Alors c'est impressionnant de réalisme. Quand je suis allée sur son profil Instagram, on en voit quelques images effectivement. Suivi par 400 000 personnes, on voit vraiment pas la différence de prime abord avec un vrai compte. Tout est fait vraiment pour qu'on oublie qu'il s'agit d'un personnage numérique. Alors il y a aussi Lil Miquela. C'est une des plus connues. Elle est suivie par 3 millions de personnes sur Instagram. Son concept, c'est un peu différent, puisqu'elle a été créée pour être une activiste. Elle défend la diversité, elle publie du contenu pour le droit des femmes, du contenu antiraciste, contre les discriminations. Alors je vous rassure, elle aussi, elle fait des collaborations avec les plus grandes marques. Elle, c'est avec Prada et Calvin Klein. D'accord, on n'est pas un paradoxe près dans cet univers des influenceurs et des influenceuses. Bon, tout ça est étrange parce qu'elles sont totalement réalistes, mais c'est juste ce qu'il faut pour qu'on sache quand même qu'il s'agit de personnages virtuels. Ouais, c'est tout à fait les gens qui l'animent ne font pas croire qu'elles existent. Mais non, parce qu'en fait, il faut qu'il y ait le pile juste milieu, parce que pour ceux qui développent ces influenceurs virtuels, il s'agit de faire accepter un robot en fait à une communauté. Il faut donc qu'il soit assez réaliste, mais pas trop parce que ça peut faire peur le côté robot. Et puis il y a un des gros avantages de cet influenceur virtuel, c'est qu'il n'y a pas de risque de bad buzz parce que tout est calculé, tout est marketing. Donc le risque de faux pas est quand même bien moins élevé que pour un vrai influenceur. Tout ça est parfaitement immoral. Qui est avant tout un humain. Et même s'il y a un faux pas, aucun risque que ça atteigne la vie privée de l'influenceur. Ah oui, ça, personne ne va l'attendre à la sortie de l'école. Voilà. Alors évidemment, tout ça, c'est du marketing et c'est un business en or. Pour les marques, d'ailleurs, c'est plus sûr. Selon la plateforme d'analyse sociale Hype Auditor, les influenceurs virtuels ont presque 3 fois plus d'engagement que les vrais influenceurs. Ouais, ça promet tout ça. Ça promet. Ouais. Merci Emma. Drôle de récré aujourd'hui. On va retrouver Paul Duboucher pour J'ai rencontré l'enfant sauvage qui vient de sortir chez Gallimard Jeunesse. Peut-on éduquer tous les enfants? Certains ne sont-ils pas destinés à rester à l'état de sauvageon? Je reprends là une expression qui en dit long. Elle était de Jean-Pierre Chevènement et elle date de 1999, mais depuis elle a souvent été reprise. C'est la question qui parcourt J'ai rencontré l'enfant sauvage, le livre de Paul Duboucher chez Gallimard Jeunesse, qui renvoie à cette notion régulièrement citée dans cette émission et sur cette chaîne d'ailleurs, celle d'éducabilité. Il y a une influence qui est, alors vous avez cité Locke, etc., mais il y a quand même une influence omniprésente. Je crois qu'elle arrive dès les premières pages du livre, c'est Rousseau. Oui, alors c'est Rousseau avec un héritage ambigu de Rousseau, parce que il y a un double, oui. Victor n'est pas Émile. Émile ou l'éducation, de traiter. Émile ou l'éducation. Chez Rousseau, on trouve un postulat qui est celui d'une bonne mère nature, qui va être finalement la nature préceptrice. Or, voilà. Victor, il n'a pas eu ça. Victor, il n'a pas eu ça. Il a même eu, enfin, aux yeux de d'Ittard et de la société, plutôt le contraire. Mais le postulat d'Ittard, c'est de dire que, en fait, c'est une étude de l'homme qu'il entreprend, Ittard. C'est de dire que l'homme ne naît pas homme, il le devient. Par l'éducation. Par l'éducation, qu'au départ, il est une coquille vide. En fait. Il y a une autre influence, parce que bon, je parle d'Ittard depuis le début, parce que le docteur Ittard, c'est, j'allais dire, le plus aimé, mais il y a l'abbé Sicard quand même, qui n'est pas pour rien dans le fait qu'on accueille absolument celui qui va devenir Victor à Paris. Et donc, il y a aussi l'influence de l'Église. Et d'ailleurs, vous dites de la maman de Julie, qui devient la maman, j'allais dire, de substitution, d'adoption de Victor, elle a l'âme chrétienne. Donc, il y a aussi une petite compétition entre la science et la religion pour dire on va sauver les âmes.
Alors, c'est une compétition et en même temps, curieusement, ça regarde dans la même direction. Oui, une collaboration, là, en l'espèce. C'est une collaboration. L'abbé Sicard, il est très vite mis en difficulté par les comportements de Victor qui n'ont rien à voir avec les comportements des autres pensionnaires habituels, oui, c'est ça. Voilà, et puis... Itard a quand même promis a assuré que les progrès seraient rapides et patents, et ils ne le sont pas du tout. Vous avez lu, il y a toutes sortes d'histoires plus ou moins choquantes. Un incident, on est dans une société, alors bon, certes la révolution est passée par là, mais il y a quand même beaucoup de convenances. Et évidemment, Victor est légèrement en dehors des clous en permanence. Il est totalement en dehors des clous. On se demande... On le montre un peu comme un animal sauvage aussi, il y a un petit côté... C'est-à-dire on le montre comme on montrait la grande époque des cirques et des monstres. Il est un peu... Enfin, le postulat aussi, ce qu'a compris Itard et ce qu'il tente de démontrer à travers tous ces exercices, etc., c'est que, hors de la société, l'homme n'est pas un homme. L'homme devient un homme en société. Et il devient un homme quand il parle et quand il entend parler. D'où le défi. D'où le défi. Et la question de savoir s'il est sourd. Une fois, dès qu'on comprend qu'il n'est pas sourd, parce qu'on claque dans les mains, il se retourne, on se dit non, il entend en fait, donc il n'est pas sourd, on ne comprend pas pourquoi il ne parle pas. On veut bien comprendre qu'un sourd ne parle pas, mais on ne peut pas comprendre ça. Il n'entend que ce qui lui sert dans la nature. Il entend un ruisseau. Un danger. D'ailleurs, il y a un exemple, il entend une noix qu'on casse derrière lui, mais pas une porte qui claque. Exactement. Etc. Son cerveau trie les bruits. Itard est médecin par la suite, vous en citez certains, les Montessori, les Korczak, les Pestalozzi, etc. Quand même beaucoup de personnes qui ont travaillé sur des pédagogies alternatives étaient des médecins. Absolument. Beaucoup plus que des pédagogues. Il y a quelques pédagogues. Il y a Makarenko, il y a Freinet, etc. Mais beaucoup de médecins, beaucoup de psychiatres. Oui, absolument. Parce que c'est quand même la question qui parcourt la psychiatrie, et notamment la psychiatrie de l'enfant. L'héritage d'Itard, en quelques mots, Paul Duboucher, avant qu'on écoute le cours particulier. L'héritage d'Itard, je dirais, c'est considérable. C'est Montessori et c'est l'éducation en maternelle, aujourd'hui, clairement. Et je pense quand même aussi... qu'il a un héritage en pédopsychiatrie qui est très important, qui est ce qu'on a dit tout à l'heure, à savoir de tenir compte de la pluridimensionnalité de l'homme, de son passé, de son histoire, de ce qui le constitue. J'ai rencontré l'enfant sauvage, Paul Duboucher. On va le trouver en CDI bientôt. Il y a d'autres bouquins, vous, qu'on trouve en CDI. Vous savez ça, puisque vous y êtes sans arrêt pour rencontrer des élèves. Je ne sais pas si on va le trouver en CDI. Il n'y est pas encore, mais il va finir par y arriver. Vous savez, on va demander à Amélie Paris, elle est prof documentaliste, et avec elle, on parcourt les années collège. Emma, merci. Amélie, les années collège. Les années collège, c'est notre nouveau rendez-vous depuis la rentrée, le collège vu par la dame du CDI. Et la dame du CDI, c'est vous, Amélie? Oui, la professeure documentaliste. Professeur documentaliste, un jour je vais arrêter de le dire. Mais on en a souri pendant la première émission. Aujourd'hui, on va revenir sur un dispositif qui a été encouragé dès 2019 par celui qui était à l'époque ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui voulait que les établissements banalisent un temps de lecture, une pratique qui existait déjà, mais qui s'est développée. Et alors, bon, tout le monde appelle ça comme il veut, c'est un petit peu l'idée du quart d'heure de lecture, silence, on lit. Et chez vous, à Maurice-Utrillo, ce collège, vous êtes professeur documentaliste à Paris, vous avez appelé ça « chut, je lis ». En quoi ça consiste? Exactement. Eh bien, en fait, le dispositif idéal, c'est tous les jours un temps de lecture de 10-15 minutes, qui peut être à n'importe quel moment de la journée. Alors nous, à Maurice-Utrillo, on le fait juste après la pause méridienne de 13h20 à 13h30, 13h35. On a raccourci. Vous avez un peu raccourci pour ça. Oui, justement, pour éviter de grignoter sur les heures de cours, parce que je pense aux collègues d'art plastique et d'éducation musicale qui ne voient les élèves qu'une heure par semaine. Et si toutes les semaines, on leur prend 10 ou 15 minutes, à la fin, ça ne va pas le faire. Et donc ça permet un temps calme? Ça permet un temps très calme, justement après l'agitation du midi. Et on est tous d'accord pour dire que les élèves sont beaucoup plus détendus juste après ce quart d'heure. Vous avez recueilli même des témoignages d'une professeure d'espagnol, une collègue à vous? Exactement, Madame Mpuma, qui tient particulièrement à ce moment et qui dit: c'est un temps important de calme, de recueillement, de concentration, comparable à aucun autre moment dans l'établissement. Alors c'est à la fois un temps individuel, chut, je lis, mais il est partagé collectivement, pas seulement par les élèves d'ailleurs. Non, tout le monde lit, c'est ça qui est important. Donc les élèves, les enseignants, mais aussi la direction, les assistants d'éducation, les agents, les CPE. Je suis désolée si j'oublie certaines personnes, mais vraiment tout le monde. L'assistante sociale, les agents. L'assistante sociale, évidemment, la psychologue de l'éducation nationale. Et
on peut aussi même laisser les portes ouvertes, comme ça l'élève prend vraiment conscience de ce moment qu'il partage et comme ça il voit bien qu'il appartient à une communauté. Qu'est-ce qu'ils lisent les élèves? La communauté des lecteurs et des lectrices. Qu'est-ce qu'ils choisissent? Ce qu'ils lisent, j'imagine qu'il n'y a pas de programme imposé. Non, rien n'est imposé. C'est vraiment important aussi qu'il y ait un moment justement dans le temps scolaire où l'élève choisit vraiment ce qu'il veut. Donc s'il a envie de lire un roman, une bande dessinée, un manga, il m'a expliqué que les élèves étaient fans des mangas. S'il a envie de lire un documentaire ou un magazine, il lit vraiment ce qu'il veut. Et après, il peut prendre le livre, l'emporter chez lui? Si le livre est à lui, il l'emporte chez lui. S'il l'emprunte au CDI, il peut l'emmener chez lui. À condition de le rapporter. À condition de le rapporter. On a mis des bacs à livres dans toutes les salles. Comme ça, les élèves peuvent, quand ils n'ont pas de livre, peuvent prendre un livre directement dans le bac. Et dans certains collèges, il y a des free go livres. Et ça, j'adorerais en installer un à Maurice-Utrillo. Excellent. Et les élèves peuvent évidemment venir emprunter un livre, comme par exemple, est-ce que vous avez les livres de Paul Duboucher? J'ai le journal d'Adèle, par exemple. Génial. Et j'ai un documentaire sur un musicien. Regardez, il y a je ne sais plus lequel. un jeune élève qui est en train de vous lire. J'ai 2 élèves. Non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. Je ne reconnaissais pas la couverture d'ailleurs. C'est quoi un frigo-livre? Vous en avez parlé il y a quelques instants. Eh bien, c'est un frigo. C'est pas un frigo. Un vieux frigo qui est recyclé en petite bibliothèque. Donc, on l'installe dans la cour de récréation, on met des livres dedans. Et comme ça, les élèves. Et vous qui avez une orthographe parfaite, vous m'avez écrit ça free comme free? Oui, free. Go. Et non pas comme un FRIGO. Non, comme ça le livre est libre de circuler entre les mains des élèves. Ils ne sont pas justement obligés de venir me voir pour l'emprunter. C'est vraiment eux, ils sont responsables. Et ça, c'est très important aussi pour eux et pour le climat scolaire. Temps de lecture extrêmement bénéfique aussi pour les élèves. Pour les élèves, voilà. Pour tout le monde. Que vous encouragez tout le monde à mettre en place. Il y a ce chute joli que vous avez mis comme titre. Chute, c'est important quand même. Ah ben oui. Ça ne vient pas tout seul. Non, c'est important de respecter le silence. Et puis, chute jolie. Alors, normalement, chaque élève lit, mais alors parfois, en fin de semaine, les élèves sont un peu fatigués, n'ont pas toujours envie de lire. Donc, l'enseignant peut faire aussi une lecture à voix haute, parce que la lecture à voix haute n'est pas réservée uniquement aux petits. Et puis, on peut aussi leur mettre un livre audio, et je pense notamment à la collection Écoutez lire chez Gallimard, qui est super. Échange de regards significatifs entre Amélie Paris et Paul Duboucher, je ne l'ai pas dit, mais vous écrivez plein de bouquins et vous aviez créé le département musique de Gallimard Jeunesse et cette collection. Écoutez lire. Mais justement, je disais à Emmanuel, juste avant que vous arriviez, que moi je milite à fond pour la lecture à voix haute, parce que je pense que c'est un tremplin pour la lecture aussi. Mais les médiathèques, vous n'y pouvez absolument rien, c'est vraiment au-dessus. Les médiathèques des collèges ne sont pas équipées du PNB, c'est-à-dire du prêt numérique en bibliothèque. Donc en fait, les enfants n'ont aucun moyen de profiter de ce média qui est pourtant tellement important. Ça dépend de qui, ça? Comme décision? C'est le ministère? Je pense, oui. Monsieur le ministre. On va lui dire, attendez, il est déjà venu sur cette chaîne. Monsieur le ministre, il faudrait que les élèves des CDI puissent accéder au PNB, le prêt numérique en bibliothèque, et pouvoir lire encore plus. Les bibliothèques publiques sont dotées aujourd'hui. Mais oui, voilà. Alors moi je fais des prêts de livres audio. Oui, c'est ça. Oui, mais de livres audio sous forme de CD. Mais oui. Mais aujourd'hui, on sait bien que, etc. Aujourd'hui, l'usage du numérique versus CD, c'est 70-30 à peu près. Et ça tend à devenir 80-20. Bon, bien. On va militer dans cette direction-là. On donne le mot de la fin, Ninon? On donne le mot. Exactement, Ninon, donc une élève de 6e qui vient de découvrir le dispositif au collège. Et elle m'a dit, chute jolie, ça nous laisse du temps pour nous calmer et pour découvrir de nouvelles histoires. Eh bien, Ninon, message de l'émission, il y a une nouvelle histoire à découvrir, c'est celle de celui qu'on appelait l'enfant sauvage. Ensuite, il a été baptisé Victor de l'Aveyron. J'ai rencontré l'enfant sauvage. Paul Duboucher, merci beaucoup d'être venu dans notre émission. Amélie, merci beaucoup. Et J'ai rencontré l'enfant sauvage vient de sortir chez Gallimard Jeunesse. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer à explorer les années collège. Cadeau? Ah oui. Cadeau pour le CDI? Merci beaucoup. Pour le frigo, le jour où il existera? Allez, la quotidienne, c'est fini pour aujourd'hui. Il y aura la dédicace. Merci beaucoup à toute l'équipe, au maquillage Laure Audemont, à la préparation de l'émission Marine Plantec, qui aujourd'hui en régie est assistée par Laura Girard, au son Héloïse Mérelin, à la réalisation Théo Boscar. Vous restez sur School TV et vous retrouvez la quotidienne H24 sur Internet et sur les réseaux sociaux.